C'est bon pour tout le monde? Excellent. Donc, oui, les objectifs de la présentation, comme on l'a dit, on est une étude de cas. On va présenter qu'est-ce qu'on a fait chez Thermon. En d'autres mots, on n'est pas ici pour vendre un logiciel de GMAO. Il y a plusieurs GMAO qui sont ici dans le système. On n'est pas des consultants non plus. C'est simplement qu'à travers les années, on a développé des outils pour gérer une flotte d'équipements mobiles. Pourquoi? Parce que notre passé antérieur à tous les trois, c'était surtout dans les industries, des chaînes d'opération, de fabrication, de transformation. Puis quand on est arrivé chez Thermon, on a découvert un peu le monde de l'équipement mobile, puis ça nous a donné comme un choc. Donc, comment on peut passer des processus en usine à des processus avec une flotte d'équipements mobiles? On ne passera pas au travers de la planification et l'ordonnancement parce qu'encore là, on a des très bons consultants qui sont ici dans la salle qui peuvent faire ce travail-là. Donc, on va se fier sur eux pour nous aider à mettre en place les bonnes pratiques au niveau de la planification et l'ordonnancement. Ce que nous, on veut vous apporter, c'est les outils qu'on s'est développés par-dessus les GMAO, par-dessus les processus, afin d'optimiser la communication principalement entre les opérations et la maintenance. Donc, dans le plan de la présentation, je vais vous faire un bref historique des équipements, des installations. Il y a beaucoup de gens dans le mobile aujourd'hui. Tant mieux, vous allez un peu comprendre ce que nous, on a vécu chez nous. Je vais vous faire un peu un historique également de la maintenance chez Thermon. On va vous parler des processus très brièvement et principalement au niveau de cibler les besoins opérationnels. C'est là où est-ce qu'on va vous montrer les outils qu'on a développés chez nous pour améliorer la communication entre les opérations et la maintenance. Donc, qui sommes-nous chez Thermon? Thermon, nous sommes en fait deux terminaux à Montréal qui font le transbordement des conteneurs. Essentiellement, ce qu'on fait, c'est qu'on prend des conteneurs qui sont sur des bateaux pour les mettre sur des trains, pour les mettre sur les camions de ville, ou à l'inverse, de les prendre des camions de ville et des trains pour les mettre sur les bateaux. Donc, les opérations se déroulent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 360 jours par année. Au moment où le bateau arrive chez Thermon, on doit être opérationnel. Un bateau peut être chez Thermon pendant une période d'environ 72 heures, là où la totalité de nos équipements va être engagés à servir le navire. Au niveau des équipements, on a 7 grues portiques, dans le fond, qui font le transbordement directement des navires jusqu'à nos équipements d'opération. On pourrait considérer nos équipements, nos grues, comme étant comme dans une usine un peu. Par contre, pour alimenter cette chaîne d'opération-là, pour amener des conteneurs jusqu'aux grues, ça nous prend des chariots élévateurs. Donc, on a 19 chariots élévateurs, on a 64 tracteurs et on a 19 grues mobiles sur roues, en fait, qui constituent un parc d'équipements mobiles. Quand on veut opérer sur les bateaux, on n'a pas besoin de la totalité des tracteurs, la totalité des chariots élévateurs ou la totalité des grues mobiles. C'est là où est-ce que la gestion devient un peu celle d'une flotte d'équipements mobiles. L'historique de la maintenance chez Thermon, en fait, il y a eu un changement au niveau de la direction de la maintenance en 2015. On a fait un constat de l'état de la maintenance chez Thermon en 2015. Ce constat-là nous a amené à mettre en place une première GMAO maison, temporaire, parce qu'au niveau corporatif, ils ont décidé de nous donner une GMAO qu'eux avaient décidé. Donc, on l'a mis en place en 2016. C'est l'implantation, donc, des premières maintenances planifiées à travers une GMAO chez Thermon. C'est à ce moment-là qu'on s'est mis à coder et à créer des pièces, la mettre dans notre GMAO pour être un peu plus optimal au niveau de la maintenance préventive. En 2017, donc, on a fait un changement organisationnel, une culture du changement. Donc, on a amené les gens à faire des demandes de travail dans le système. On a eu en 2018 donc les premières PM sur nos infrastructures parce qu'au-delà de la flotte, on a quand même des infrastructures, des rails, des bâtiments à maintenir chez nous. Et en 2019, on a commencé à optimiser nos PM. C'était de la musique à mes oreilles d'entendre la conférence sur le RCM plus tôt aujourd'hui. Donc, en 2019, on a fait un processus qui est à toute fin, là, si je change quelques mots, c'est le même travail qu'on a fait chez nous en 2019. 2019, on s'est rendu compte qu'un des plus grands défis qu'on avait, c'était la communication avec les gens de l'opération. C'est à ce moment-là, puis c'est ce que vous voyez en vert, le plan des bateaux, l'état des TBV, état des équipements, le début de réquisition des machines en fonction du besoin opérationnel en 2021.
Donc, on voit qu'entre 2015 et 2021, il s'est quand même passé quelques années avant d'en arriver là. Donc, on a aussi un début d'implantation d'un ERP en 2022, toujours pas complété en date d'aujourd'hui. Probablement que ça va venir en 2024 ou en 2025. Et on a commencé en 2023 à implanter un premier tableau de bord au niveau de la fiabilité. Donc, je pense que c'est intéressant de voir cet historique-là chez Thermon. Ça permet de voir que selon où vous vous trouvez dans votre organisation, si vous partez de zéro, bien, ça peut prendre un certain temps avant d'avoir beaucoup de données à analyser. Et on pensera peut-être en 2024 ou en 2025 à implanter de l'intelligence artificielle, comme on l'a entendu hier. Il y a plein d'éléments qui étaient intéressants au niveau de l'intelligence artificielle. Peut-être que nous, on est rendu assez mature pour pouvoir commencer à s'y lancer. Bonjour tout le monde. Le processus de planification et d'ordonnancement chez Thermon, c'est la base de notre planification. C'est important que chaque intervenant puisse savoir le rôle et les tâches qu'il a à faire. Notre processus il va être divisé, comme on peut voir ici, en plusieurs étapes. Les 6 étapes de la gestion des travaux, comme on a pu voir dans la présentation précédente, sont l'identification du travail à faire, la planification des travaux, l'ordonnancement, l'exécution des travaux, la complétion des travaux et l'analyse des travaux. L'identification des travaux, l'identification se fait via les inspections, via la maintenance conditionnelle, la maintenance prédictive et via les demandes de travail. Ici, on peut voir là, comment notre demande de travail est montée chez Thermon. On a l'équipement, on a le titre de notre demande, la description des travaux à faire. On a le demandé par, c'est le demandeur. Donc, à chaque fois que le planificateur va venir soit approuver, rejeter ou retourner au demandeur, ça va y envoyer un courriel comme quoi sa demande est soit approuvée, rejetée ou qu'il manque de l'information dedans. On a aussi une section « Personnes informées ». Ce n'est pas tout le monde qui a accès à notre système de maintenance. Donc, si quelqu'un voit une anomalie, le rapporte à son patron, il peut être informé par la suite via le demandeur. La planification des travaux, le planificateur va venir évaluer, bien évidemment, l'ampleur du travail à faire. Il va établir l'ordre des priorités selon la criticité de notre équipement. Il va ensuite déterminer le temps requis pour la durée des travaux, les compétences, les ressources qu'il va avoir besoin. Il va avoir besoin d'outils, d'équipements, de matériaux nécessaires. Et va venir ajouter une procédure de travail si elle est créée, bien évidemment, dans notre système. Il va ensuite regrouper toutes les tâches sous forme de bons de travail parents et de bons de travail enfants. On a un exemple de bon de travail ici chez Thermon. Bon, on a le titre, l'équipement, bien important pour que les coûts aillent à la bonne place. La personne référence, c'est souvent la personne qui a créé la demande de travail ou la personne ressource que le planificateur va aller voir s'il manque d'informations pour planifier les travaux. On a la description du problème, la description de la tâche à faire. Puis dans le bas, on a nos onglets qui viennent compléter notre bon de travail, là, soit les assignations ici, combien de ressources j'ai de besoin, 2 mécaniciens, 2 électriciens, peu importe. Les pièces requises, on a les outils, des notes qu'on peut laisser, des documents qu'on peut venir joindre et des BT associés. Je parlais de bons de travail parents un peu plus tôt versus des bons de travail enfants, mais ici, on a notre bon de travail parents, puis on a toutes les BT qui ont été créées, mais associées à ce bon de travail-là pour qu'on puisse toutes les regrouper sous notre bon de travail parent. Bonjour, m'entendez-vous? OK. On a développé chez nous 3 outils pour cibler nos besoins opérationnels. Le premier s'appelle Plan Bateau. Et dans le plan bateau, il y a multitude d'informations. Nous autres, on ne parle pas de production chez Thermon, on va parler plus d'opération. Comme Yannick l'a dit, on a d'opération au navire, on a opération au chemin de fer, on a opération camion de ville. Puis si vous voyez dans les onglets en haut, là, il y a le chiffre 3, il y a le chiffre 1. C'est le nombre de grues
que les opérations vont utiliser sur ce corps de travail-là pour opérer. Puis, ce chiffre-là, il est important. Vous allez voir dans d'autres tableaux, il y a ensuite de ce chiffre-là le nombre d'équipements nécessaires pour alimenter la grue. Puis, plus bas, on a les autres chiffres. Ici, 1 qui va être, on va avoir du camion de ville, on va avoir du train sur le chiffre de jour au soir. C'est la manière que les opérations nous communiquent le besoin. Puis c'est aussi avec ça que notre planificateur, dans les semaines, on le voit plus loin, il va pouvoir travailler à savoir à quel moment il va avoir le plus d'équipements disponibles pour le garage, quand est-ce qu'on peut faire des travaux sur les grues. Ça aide le planificateur à voir la semaine qui vient. Tantôt, je parlais du chiffre 2. Le chiffre 2, il détermine plusieurs choses, soit le nombre d'équipements ou le nombre de personnes requis. Si vous regardez, on prend un châssis qui est un tracteur de cours chez nous. Si on a 12 équipements, bien, on a 18 opérateurs. Pourquoi? Parce qu'on a 3 opérateurs par deux camions. C'est-à-dire que les 2 camions sont toujours en rotation, puis on a toujours un opérateur qui est en pause. Les 2 camions n'arrêtent jamais. Sur un chiffre de 8 heures, ils commencent à 7 heures le matin, le camion, puis ils arrêtent à 15 heures. Les opérateurs, eux autres, ils font une rotation entre eux. Fait que ça vient nous dire à nous, à la maintenance, mais pour ce corps de travail-là qui est de nuit, combien d'équipements qu'on va avoir besoin. Chez nous, une grue, c'est un S-gant. Donc, ils vont avoir besoin de 2 grues pour ce chiffre-là. Ils vont avoir besoin de 3 fronts, qui est un container handler. Ils vont avoir besoin de 2 RTG et 12 châssis. Ça donne une information aussi à notre superviseur qui est en poste, qu'est-ce qui vient plus tard, puis ça lui donne aussi une idée sur quelle priorité de travailler dans son corps s'il y a des urgences ou des bris de cédule que nous, on appelle. On a disponibilité des équipements. La disponibilité des équipements, c'est le tableau que les opérations, eux, ils ont sur l'ETV dans leur salle de contrôle, qui eux donne un état de tous les équipements. Est-ce qu'elles sont en opération? Oui. S'il y a un crochet vert, c'est qu'elle est disponible. S'il y a une petite clé comme ici, bien, ça lui indique que cet équipement-là, il ne peut pas l'utiliser, il est en arrêt, est au garage pour des raisons X, Y, Z. Comme ici, on le voit, là, la RTG 113 est en arrêt pour un problème moteur. Il y a plein d'autres informations aussi qu'on retrouve sur ce tableau pour les opérations. Ça indique aussi sur quelle grue il va aller travailler. Ils sont capables de ségréguer que tant de camions s'en vont sur la grue 11, tant de camions vont s'en aller sur une autre grue. Fait que de cette façon-là, eux, ils font des pools, puis ça leur permet de bien distribuer leur main-d'œuvre. Ça leur indique, il y a une autre chose ici aussi, qui est l'EC, qui chez nous, on appelle ça Equipment Control, qui est un aide à la tâche pour l'opérateur qui lui indique c'est quoi ses prochaines missions ou ses prochaines commandes. Ça donne aussi à l'opération le fait que ce système-là, sur cet équipement-là, il est vert, il est en opération, il est fonctionnel. Si le EC serait rouge, bien, ça y indiquerait qu'il n'est pas en opération, qu'il n'est pas disponible aux opérations. Soit qu'eux vont appeler au garage pour le faire réparer, soit qu'ils vont le laisser de côté, mais ça lui donne une multitude d'informations de comment distribuer le parc machine. L'autre qu'on a, l'autre état d'équipement, celui-là, il est dans la salle des superviseurs, puis celui-là, il est un peu plus détaillé pour nous. Il va marquer le numéro de BT s'il y en a un, comme ici, le 814. Bien, le BT, c'était le 158, changé valve d'ouverture, mais il était annulé, celui-là, pour une raison X, Y, Z, soit que le travail avait été mal identifié ou que probablement que le travail avait été mal identifié. Et pourquoi il est en jaune? C'est parce que le bon travail est annulé ou fermé. C'est de remettre l'équipement en fonction pour que, dans l'autre tableau qu'on a vu précédemment, les opérations soient mises au courant que l'équipement elle est disponible. On peut laisser aussi des notes quand les superviseurs l'arrêtent, comme ici. Les châssis, on peut les transférer. Tantôt, Yannick disait qu'on avait deux terminaux. Bien, c'est facile de transférer un châssis d'un terminal à l'autre s'il en manque. Mais pour ne pas courir notre équipement d'un terminal à l'autre, on est capable d'indiquer que ce camion qui est à cette section-là a été transféré à l'autre section. Puis le dernier qu'on a et qu'on sert beaucoup avec les opérations, c'est réquisition. Ici, on a toutes les demandes des opérations. Si on prend le front-end loader, ici, bien, 1 sur 1, ça veut dire les opérations pour ce mercredi-là de jour. Ils voulaient un front-end loader, puis nous autres, on en a un disponible. Il n'y a pas de problème, ils sont capables de céduler la main-d'œuvre en conséquence. Et si on prend ici le vendredi, bien, de soir, ils voulaient avoir 8 reach stackers,
bien, nous, à la maintenance, on en a juste 6 à lui proposer. Parce qu'il y en a qui sont en arrêt, sont brisés, des attentes de matériel. Fait que dans le salle à eux, ça lui donne un pop-up de dire bien, cette journée-là, tu as commandé ça, là, regarde, tu es en rouge. C'est sûr que si tu commandes la main-d'œuvre, tu vas avoir 2 gars qui vont être plus que ça. Là. Dans le cas présent, ça va être 6 personnes qui vont être assises dans la salle parce que tu vas manquer 2 machines. Fait que ça, c'est une réalité qu'on vivait avant de mettre ça en fonction parce que la communication n'était pas très bonne. Elle était soit par fichier Excel ou par téléphone. Fait que vous pouvez imaginer le nombre de fois que la commande de main-d'œuvre, les équipements disponibles, ça ne fonctionnait pas, qu'il y avait des pertes de temps, main-d'œuvre qui était collée pour absolument rien. C'est un peu ce que j'ai expliqué tantôt. On le voit très bien ici. Là. Pour le chiffre de jour, c'est à 6 sur 6. Celui de soir, c'est à 8 sur 6. Celui de nuit, c'est 4 sur 6. Excuse-moi, Sylvain. Oups. Bonjour. Excuse-moi, Sylvain, je vais juste rajouter. On a quand même une particularité au port de Montréal, c'est que la main-d'œuvre, elle ne nous appartient pas. Il faut la réserver. Donc, à tous les jours, on doit appeler une centrale et dire, bon, bien, demain, j'ai besoin d'un certain nombre d'opérateurs pour le nombre de grues. Le fait d'avoir cette information-là, les 3 tableaux qui viennent de vous être présentés, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils sont live, sont en temps réel. Donc, au moment où est-ce qu'un équipement tombe down parce que ce n'était pas prévu, mais on a un bris, bien, c'est peut-être ça l'élément qui fait en sorte que là, il y en a besoin de 8, puis là, nous, on en a juste 6 de disponibles. Mais comme c'est live, bien, si ça arrive le mercredi, qu'on tombe à 8 sur 6, bien, on est capable d'avoir une communication. Les opérations peuvent dire hey, « moi, j'avais prévu d'avoir 8 camions. Originalement, j'étais supposé être capable d'avoir 8 camions. Maintenant, tu es rendu à 6. Est-ce qu'il y en a 2 que tu vas pouvoir m'ordonner? » La réponse, si c'est oui, bien, on va venir corriger, mettre une date de fin pour faire en sorte que dans le tableau, ça soit 8 sur 8. Et puis, si c'est non, bien, eux vont, au moment d'appeler la main-d'œuvre à la centrale, bien, ils vont commander moins de main-d'œuvre pour y aller selon les disponibilités des équipements. Donc, c'est peut-être l'avantage de l'avoir développé à l'interne chez nous, ce tableau-là, c'est de l'avoir en temps réel, alors qu'un fichier Excel, c'est plutôt difficile à être plusieurs départements sur un même fichier Excel pour pouvoir mettre ça à jour. Donc, petite annotation ici. Merci. Bien, avec tous les outils que Sylvain nous a présentés juste avant, bien, le planificateur, il a toute l'information qu'il a besoin pour venir ordonnancer sa semaine suivante. Il va pouvoir déterminer c'est quoi la meilleure plage horaire pour effectuer la tâche. Il va s'assurer, bien évidemment, de la présence du matériel. On le sait tous, quand on planifie, souvent, on est mieux d'avoir la pièce en main avant de planifier notre travail. Excuse. On va venir aussi valider l'échéance requise avec l'équipe de production. Tous les mercredis, les 2 planificateurs de nos 2 sections vont avoir une rencontre avec les planificateurs de production, bien évidemment, pour déterminer c'est quoi les besoins pour la semaine suivante. Ensuite de ça, on va établir un calendrier hebdomadaire des tâches, puis on va venir les assigner à nos mécaniciens ou électriciens. De la manière qu'on fonctionne pour venir séquencer nos tâches, bien, on a un bon vieux fichier Excel. Ici, à gauche, on a les mécaniciens. En bas, les électriciens, excusez. On a les employés qui sont ici. Puis, le planificateur va venir séquencer les tâches selon l'employé et selon le jour, le soir ou la nuit, étant donné qu'on vire 24 heures sur 24. Il va venir ensuite mettre le calendrier hebdomadaire dans le céduleur. On va venir céduler les travaux. Voici ce que notre céduleur a l'air. C'est bien facile. Il vient seulement faire du drag and drop des heures qu'il y a dans les bons de travail ici en haut. Puis, il va venir l'assigner au nom de l'employé selon s'il est de jour, soir ou de nuit. On peut aussi voir si l'employé est affecté à 100%, selon les heures qu'on vient de venir mettre dans sa case. Nous, chez Thermon, on essaie d'assigner à 100% les heures d'un employé. On peut aussi venir voir combien de préventifs et combien de correctifs qu'on a été capable de mettre dans notre cédule. Un coup que le cédulaire est terminé, bien, ça donne notre résultat final, qui est notre tableau de bord. Le planificateur vient imprimer le vendredi tous ses bons de travail pour la semaine suivante. On peut voir ici notre tableau de bord. Là, on a plusieurs outils pour nous aider.
On a des petits aimants de statut du bon de travail, soit en cours, si c'est une priorité, si c'est en cours non terminé, pour que le superviseur puisse voir si c'est fini ou pas. Puis, on a le statut aussi attente de matériel. Oui, j'ai vu tantôt, là, il y en a qui ont fait, ils ont sourcillé, on met 100 d'ordonnancement sur nos employés. Bien, on sait qu'on n'atteindra pas 100 de notre réalisation au niveau de l'horaire. Mais il y a plusieurs façons de voir ça, la planification de la main-d'œuvre. Nous, c'est celle qu'on a privilégiée. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les bateaux, quand ils arrivent dans le fleuve, on sait quand ils rentrent dans le fleuve, en tout cas, on pense qu'on le sait quand ils rentrent dans le fleuve, mais on ne sait jamais quand est-ce qu'ils arrivent chez nous. Donc, ils sont prévus arriver, selon l'échéancier, mercredi prochain pour le quart de 7 heures. Dans les faits, bien souvent, il va arriver plus tôt ou plus tard. Donc, les indicateurs de performance qu'on a mis en place chez nous, c'est des indicateurs sur est-ce que j'ai fait les travaux à l'intérieur de ma semaine ordonnancée, si on veut, et non pas sur la journée même ou à l'heure même. Ça ne fait pas de sens avec la business que nous, on a chez nous. Donc, on regarde sur la semaine, est-ce qu'on a réalisé nos objectifs? Et les bris de cédule, c'est juste ceux-là qui vont faire en sorte qu'on n'atteindra pas 100 de réalisation de notre échéancier. Mais c'est la manière que nous, on a décidé de gérer nos indicateurs de performance. Comme Gabriel l'a dit, le vendredi, le planificateur rentre sa cédule dans le céduleur, on prend une photo le vendredi à minuit ou à quelque part dans ce temps-là. Et la semaine d'après, le samedi matin, on prend une autre photo. Le système les met une par-dessus l'autre, puis on vient comparer les écarts pour tenter de s'améliorer. Puis comme vous avez pu peut-être le voir tantôt dans notre tableau de bord, notre semaine, nous, est du samedi. À part le samedi, elle se finit le vendredi suivant. Elle n'est pas du lundi au vendredi comme dans la plupart des usines. Pourquoi? Parce que la production a déjà, dire ça comme ça, de la difficulté à savoir ce qu'ils vont faire au début de la semaine prochaine. Ils sont encore bien moins en mesure de nous dire ce qu'ils vont faire l'autre samedi. De cette façon-là, on a beaucoup moins d'écart dans ce qu'on met sur la cédule et ce qui est réalisé. Donc, nous autres, on suit chez nous ce qui est en préventif et en correctif. On suit en nombre combien de bon travail on a mis sur la cédule et combien qu'on a réalisé. On l'a aussi en heures, mais pour l'instant, ce n'est pas un indicatif qu'on talonne mais qu'on suit parce qu'on n'est pas tout à fait rendu là puis pas tout à fait mature encore pour challenger en heures. Par contre, on les suit quand même, les écarts. Ce qu'on a mis sur la cédule versus ce qui a été payé dans la GMAO, savoir pourquoi on dépasse d'un tel pourcentage. Bien, on se questionne, puis avec les planificateurs, on rectifie le tir avec les planificateurs superviseurs aussi pour essayer de s'en aller, d'être de plus en plus accurate dans nos KPI. On va suivre aussi les bons de travail qui ont été réalisés et qui n'étaient pas cédulés. Pourquoi on les a faits dans cette semaine-là? Pourquoi on ne les a pas repoussés? On se questionne sur la nécessité de le faire dans la semaine en cours, parce que nécessairement, que si on fait des bons de travail non planifiés, bien, soit qu'on ne réalisera pas certains bons de travail qui ont été mis sur la cédule par notre planificateur qui a fait l'effort de le faire, ou on génère du temps supplémentaire pour le réaliser. C'est un peu pour ça, pas un peu, c'est pour ça qu'on challenge les non planifiés. Là, dans le cas présent, on n'en a pas beaucoup pour chez nous. À nos débuts qu'on a commencé, il y en avait toute une liste. Mais aussi avec le temps, nos superviseurs sont devenus plus matures et ont été capables d'être plus en contrôle du processus et de prendre des meilleures décisions en lien avec, on le fait cette semaine ou on le repousse. Et on va regarder aussi qu'est-ce qu'on a mis et qu'on n'a pas réalisé, puis pourquoi. Pourquoi on a mis ça sur la cédule, pourquoi on ne l'a pas fait. C'est-tu des inspections qu'on n'a pas faites parce qu'il y a eu un bateau, parce qu'il s'est extensionné, il peut y avoir une multitude de raisons. Le but, c'est d'essayer de comprendre pourquoi on ne l'a pas fait, puis de s'améliorer. Ici, on a la gestion du travail schématisée, là, qui est comme, j'aime l'appeler, la grosse piscine de tous nos bons de travail. Tous nos entrants, tous ceux qui peuvent nous générer des bons de travail. Puis après ça, on a notre grosse piscine que notre planificateur, il faut qu'il pige dedans, il faut qu'il en mette pour la SST, il faut qu'il en mette en préventif, en prédictif, en correctif. Je trouve que c'est une vision de notre quotidien qui est
qui schématise bien le processus. Encore une fois, par rapport aux heures payées sur les bons de travail, nous, on a décidé, on a pris comme orientation, 100 des heures payées doivent être payées sur un bon de travail. Donc, que ce soit de la formation, du correctif, du préventif, un projet, peu importe la raison, si les heures ne sont pas sur un bon de travail, bien, l'employé ne sera pas payé. Puis quand il n'est pas payé, bien, il vient nous voir. On a intérêt à ne pas l'oublier. Mais tous ces systèmes-là qu'on a mis en place, c'est ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir des belles données en termes pour faire de l'analyse de données. Donc, les heures travaillées, les bons travail, on les a-tu faites? On les a-tu faites à temps, pas à temps? On est en retard, on en a trop fait par rapport à la disponibilité et aux besoins opérationnels. Donc, toute cette information-là, aujourd'hui, elle est disponible à l'intérieur de notre système. Un système qu'on a développé avec un développeur à la maison. Donc, ne cherchez pas sur le marché. Là, les outils qu'on a développés, on les a développés chez nous en fonction des défis que nous, on avait chez nous. Je pense que l'ensemble des GMAO qui sont disponibles ou des outils qui existent sur le marché sont excellents. Puis, on essaie de les utiliser de la manière la plus vanille possible. On essaie de moins les modifier pas trop les modifier parce qu'après ça, quand il y a des mises à jour dans les logiciels, ça devient toujours un peu plus compliqué. Mais ces outils-là qui gravitent autour de, entre autres, la GMAO ou nos systèmes financiers, bien, ça nous permet justement d'arrimer toute l'information de tous ces grands modules-là. Je vous ai parlé, en 2022, on a commencé l'implantation d'un ERP. Bien, c'est sûr que l'implantation d'un ERP va nous permettre de prendre certaines des boîtes puis de les mettre à l'intérieur d'un même logiciel. Donc, on va avoir un gain. Donc, il y a du développement qu'on a fait chez nous qu'on n'aura plus de besoin à ce moment-là. Par contre, tous les modules de communication qu'on a établis, ceux-là vont rester en place. Toute l'information qu'on met dans un data warehouse, dans un data lake, appelez ça comme vous voulez, bien, ça va demeurer chez nous. Donc, c'est toute cette historique-là qu'on a acquis depuis 2015 chez nous qui nous permet de faire les choses de mieux en mieux et qui nous permettent également de se projeter vers l'avenir puis de dire on va être encore capable de s'améliorer puis de faire encore mieux dans les prochaines années. Donc, j'espère qu'à travers la présentation, on a pu susciter des idées chez vous, à ramener chez vous. C'est un peu l'objectif. Comme je vous dis, on n'est pas consultant, donc ce n'est pas nous qui allons aller développer ça chez vous. Puis on ne vous vend pas de logiciel non plus. Mais si on peut semer des graines de réflexion, puis de susciter un peu la collaboration des différents départements à travers notre présentation, bien, c'était un peu l'objectif qu'on voulait mettre de l'avant. Est-ce que vous avez des questions? Encore une fois, on a peut-être été trop clair. Oui? Une compagnie quand même assez spécialisée au niveau de vos équipements. On sentait que c'est un avril qui est accosté. C'est quand même des coûts considérables si on dépasse ces délais. Si vous n'avez pas la disponibilité de vos équipements, on est vers quoi? J'imagine que vous n'aurez pas un livre à container, ce genre de choses-là. Non, parce que les lifts, les container handlers, c'est des gros équipements. C'est 6 pieds de diamètre, une roue là-dessus. Ça ne se promène pas sur les routes. Ça prend des jours à monter, voire des semaines quand ça arrive sur le site. Donc, on a un certain nombre d'équipements qui peuvent passer d'un terminal à l'autre. Donc, on s'en va vers des reach stackers plutôt que des container handlers. On a un viaduc à passer en dessous. Le front end loader, il ne passe pas en dessous. Donc, on est en train de revoir un peu le type d'équipement qu'on a chez nous pour être un peu plus versatile d'un endroit à l'autre. On a de l'opération au terminal de Vio, on a de l'opération au terminal de Maisonneuve. Assez rarement, on a de l'opération aux deux endroits en même temps. Donc, l'idée, c'est d'optimiser la quantité d'équipements qui sont disponibles pour les deux terminaux, puis on déplace des équipements d'un à l'autre. C'est un peu de cette façon-là qu'on peut venir à bout de subvenir aux besoins des opérations. Excuse-moi, Yannick, ou on pédale en maudit. On est quand même, au niveau des grues, on a quand même un beau uptime de 99,5 %. Donc, la grue, c'est ce qui est le plus névralgique chez nous. C'est ça pourquoi on a le plus de pièces en inventaire. C'est ça pourquoi on travaille le plus fort. Les autres équipements, bien, on a un petit peu de jeu.
On a 64 tracteurs pour y aller de mémoire. Le maximum opérationnel, ça va rouler autour de 56 camions. Donc, ça nous permet d'avoir des équipements qui sont en maintenance pendant qu'eux sont en opération. Si eux ils ont un down sur un équipement, bien, on peut en sortir un de la maintenance puis le prêter à ce moment-là puis faire la réparation. Oui, à votre tour. Bonjour. D'abord, bravo pour la présentation. Je me demandais, vous semblez très bien structuré quant à la planification, l'ordonnancement de vos travaux. Je ne sais pas la grosseur de vos équipes, ni je sais que vous avez la nature particulière de vos opérations, mais est-ce que vous avez une place pour la gestion de vos urgences, c'est-à-dire des appels de service ou des calls, et de quelle façon vous l'intégrez dans votre planification? Est-ce que ça fait partie de la planification de votre main-d'œuvre? Oui, oui. Dans notre planification, on a un gars de call, justement, mécano et électro, qui est dédié à prendre les calls, qui, lui, tout ce qui est en dessous de 2 heures d'ouvrage à peu près, on ne le traque pas. Au-delà de ça, on va demander un bon de travail, puis on va lui demander le bon de travail pour acheter des pièces, mais s'il y a besoin d'une pièce rapidement, on va prendre un électro, mettons, il a besoin d'un limit switch, mais il s'en va au magasin, puis après, il dit pour telle grue, puis il va l'installer, ça ne passe pas par un BT, rien. Oui, on a sur notre horaire toujours un gars de cadre de cédulé à toutes les cadres de travail. Parfait. Puis il est attribué à 100% de son temps sur les cadres. Sur les cadres. Oui. Parfait. On va en profiter souvent pour certaines petites urgences pour lui donner, puis qu'il peut les passer s'il n'y a pas trop de cadres à faire. Merci. Oui. Non, on a un bon de travail, oui. Effectivement. Oh, il est payé sur un bon de travail qui est assignation opération, support aux opérations. Ma question un peu, ce que David posé, en fait, nos planificateurs pour les urgences, vous n'avez pas des planificateurs 24/7? Non. Bien, la semaine en cours, elle appartient au superviseur. Si ça se passe sur le chiffre en cours, c'est au superviseur à gérer l'urgence, à trouver ses pièces. Puis, vous la mettez en attente de planification, puis sinon, si on décide de la repousser à la semaine prochaine, oui, on va aviser le planificateur que tel équipement est arrêté avec tel bris, puis il faudrait qu'il soit cédulé le plus rapidement possible, donc la semaine prochaine. On va le mettre sur la cédule de la semaine prochaine. Mais si c'est en cours de semaine, c'est le planificateur qui la gère. Pas le planificateur, excusez, c'est le superviseur. Ouais. Mais ouais. M. Péloquin l'a dit tantôt, hein, si le planificateur fait autre chose que de la planification, ça va être dur d'avoir une belle horaire la semaine prochaine, bien ordonnancée, avec toutes les pièces et tous les travaux qui sont à faire. Donc, d'où l'importance. Nous, on y croit chez nous. C'est pour ça qu'on a par terminaux un planificateur dédié au terminal. On a aussi un autre planificateur qui, lui, va faire la gestion au niveau des bâtiments, des infrastructures. Donc, en tout et partout, ça fait 3 planificateurs qu'on a chez nous pour faire rouler la machine en bout de ligne. On a 165 actifs d'opération, ceux qu'on a vus tantôt, là, les camions, les remorques, les grues, les conteneurs. Au total, tout, avec les infrastructures, on parle d'à peu près 320 à 350 actifs. Là. 3 planificateurs, oui. Donc, à peu près 100 actifs par planificateur, si tu veux faire un ratio comme ça. Allô? Bonjour. OK. Je voulais juste ajouter, c'était pas une question, c'est vraiment, vous avez un bon processus de planification. Ça fait 20 ans et plus que je fais de la planification maintenance. Je suis rendu dans l'asset management. Je veux juste dire aux compagnies qu'il y en a beaucoup qui pensent, tu sais, la planification, là, c'est vraiment de base. Une bonne planification, ça met un GMO, ça coche, parce que les planificateurs, c'est des gardiens de votre GMO. Fait que quand vous avez un GMO qui est vraiment net, puis précis, cette affaire-là, la fiabilité va falloir l'utiliser. Après l'asset management, quand on va rentrer, le GMO va être à jour, tout va être à jour. Ça part de là. Il y en a des compagnies qui partent « Hey, on veut asset management », ils n'ont même pas une bonne planification. Ou « Ah, on se rend des fiabilistes », ils n'ont pas de planificateur. C'est la base, c'est la planification. Il faut que votre planification soit sur la coche en premier, puis après, vous montez les grades. Vous allez à la fiabilité, puis après, quand vous êtes rendu plus loin, vous allez en asset management. Fait que bravo, là, vraiment, là, planification, c'est good. Je vais rajouter, vous avez très, très, très raison, je vais rajouter une couche par-dessus, les processus. Hein, on a beau, des fois, on a l'idée magique d'acheter une GMAO, puis ça va tout régler nos problèmes, là, mais
commencez par vos processus. De toute façon, je pense que ceux qui vendent des GMAO aussi, c'est ce qu'ils vont vous dire. Là, vos processus d'affaires sont d'abord et avant tout importants parce qu'une GMAO sans processus, en bout de ligne, on n'a pas la qualité de l'information qu'on souhaite obtenir en bout de ligne. Puis on bloque assez rapidement, ou puis on se rend compte qu'on a mis de l'argent pour quelque chose qui ne nous sert pas finalement. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup, messieurs.